Ils ont été abandonnés par leurs propres enfants et vivaient dans une maison à moitié en ruine, jusqu'au jour où le sol sous leurs pieds a révélé un secret qui a tout bouleversé. Découvrez ce qui se cachait sous cette vieille ferme et pourquoi cette découverte a changé le destin de toute la ville. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Le matin se levait sur les collines autour de River Falls avec une douceur presque indécente. Le soleil, encore pâle, glissait lentement au-dessus des crêtes et déposait sur le ciel des nuances rosées et dorées, comme si quelqu'un avait pris le temps de peindre le jour avec une patience infinie. Dans les rues du bourg, l'air restait immobile. Les maisons semblaient retenir leur souffle et la nature, pour un instant, paraissait offrir une promesse de paix. Pourtant, à la lisière de cette beauté tranquille, dans une vieille ferme à l'écart, personne ne s'arrêtait plus depuis longtemps pour la regarder. Walter Hayes, 79 ans, était assis à la petite table de la cuisine, le dos légèrement voûté, les mains posées de part et d'autre d'une tasse de café. Le rebord de la tasse était ébréché. L'éclat manquant datait de 4 ans, d'un matin où elle lui avait échappé des mains à cause d'un vertige passager. Il s'était dit qu'il la remplacerait un jour, puis avait cessé d'y penser. Dans leur vie, les choses cassées restaient telles quelles et finissaient par devenir la norme. Walter regardait la surface sombre du café refroidir lentement, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir ici, par solidarité avec eux. Eleanor, son épouse depuis plus d'un demi-siècle, se tenait près de l'évier. Elle lavait 2 assiettes, toujours les mêmes, celles qu'ils utilisaient chaque jour. Ses mains tremblaient légèrement, non de nervosité, mais de l'arthrite qui avait envahi ses doigts au fil des ans. Sa silhouette était devenue frêle, presque translucide, et cette maigreur n'avait rien à voir avec un quelconque souci d'apparence. C'était le résultat de longues années à économiser sur la nourriture, à se contenter de portions réduites pour que les factures puissent être payées. La maison autour d'eux semblait vieillir à leur rythme, comme un corps fatigué qui partageait leur sort. Les murs, autrefois clairs, étaient marqués de fissures et de peintures écaillées. Le plafond gardait les traces sombres d'anciennes infiltrations, pareilles à des nuages figés. Quand il pleuvait, le toit laissait passer l'eau. Pour cette raison, ils avaient abandonné l'étage depuis longtemps. La pluie tombait trop souvent directement sur le vieux lit, et après plusieurs tentatives de réparation impossibles à financer, ils avaient renoncé. Depuis 3 saisons déjà, ils dormaient dans le salon, sur un canapé-lit fatigué, qui brisait le dos de Walter, mais avait l'avantage de rester sec. L'hiver précédent avait été particulièrement rude. La vieille chaudière avait rendu l'âme au cœur de janvier, et faute d'argent pour la remplacer, ils avaient passé des semaines à se chauffer avec de petits radiateurs électriques, assis l'un contre l'autre, sous 2 couvertures épaisses, respirant un air froid qui leur brûlait les poumons. Leur retraite suffisait à peine à couvrir l'essentiel. Les impôts sur la parcelle de 12 acres engloutissaient presque un tiers de leurs revenus. Le reste disparaissait dans les médicaments, l'électricité et la nourriture. Chaque bruit étrange dans la maison, chaque goutte d'eau suspecte, chaque cliquetis inhabituel déclenchait une angoisse sourde. Une simple panne pouvait devenir une catastrophe. L'année précédente, une canalisation avait éclaté et Walter avait passé des heures à réparer lui-même, s'aidant de vidéos regardées sur un ordinateur de la bibliothèque municipale, parce qu'un plombier coûtait trop cher. Les taches sur le plafond étaient restées, souvenir silencieux de cette lutte contre la débâcle. Sur le mur de la cuisine pendait un téléphone fixe, un appareil ancien aux touches jaunies par le temps. Il fonctionnait parfaitement. Le problème n'était pas le téléphone. Le problème, c'était le silence. Il ne sonnait presque jamais avec les voix qu'ils espéraient entendre. Walter surprenait parfois Eleanor à lever la tête au moindre bruit, comme si chaque craquement du bois pouvait annoncer un appel. Puis elle reprenait son geste, un peu plus lentement, un peu plus lasse. Ils avaient 3 enfants. Logan, l'aîné, vivait à Chicago et travaillait dans la finance. Il appelait 1 ou 2 fois par an, généralement à Noël, parfois pour l'anniversaire de son père, quand il y pensait. Les conversations étaient courtes, polies, presque professionnelles. Walter se rendait compte qu'il comptait ses minutes, qu'il les mesurait comme un bien précieux, et cette prise de conscience le remplissait d'une honte silencieuse. Brooke, leur fille, s'était installée à l'autre bout du pays, à Portland. Elle menait une vie active,
parlait de liberté, de limites personnelles et de bien-être. Eleanor avait appris à utiliser un ordinateur à la bibliothèque, uniquement pour pouvoir voir les photos de sa fille. Sur l'écran défilaient des images de yoga, de voyages, de cafés chaleureux et de sourires lumineux. Les parents n'y apparaissaient jamais. La dernière visite de Brooke remontait à 7 ans, pour des funérailles. Elle était restée quelques heures à peine, puis était repartie, comme si la maison incarnait un passé dont elle préférait se débarrasser. Evan, le plus jeune, habitait à seulement 2 heures de route, et c'était précisément ce qui faisait le plus mal. Il promettait souvent de venir. Au début, il venait vraiment. Puis il y eut le travail, les enfants, le divorce, un nouveau mariage. Chaque fois, une raison valable, une autre urgence. Le mois suivant devenait une année, puis plusieurs. Eleanor souffrait moins du manque d'aide que de l'absence de silence brisé. Elle se rappelait les fêtes qu'elle avait organisées autrefois, les tables dressées avec soin, les économies faites pour offrir un bon repas à ses enfants. Aujourd'hui, le mot « maison » semblait leur être devenu étranger. Après le petit déjeuner, Walter sortit faire son tour habituel du terrain. Autrefois, la ferme était pleine de vie. Il y avait un hangar solide, des machines, des poules qui couraient entre les bâtiments. Désormais, le hangar s'était à moitié effondré. Le poulailler était vide et le vieux tracteur rouillait, immobile, comme un monument dédié à une époque révolue. Ce matin-là, Walter alla plus loin que d'ordinaire, jusqu'au vieux cellier qu'il n'utilisait presque plus. Il s'arrêta net. Le sol semblait s'être affaissé. Au début, cela ressemblait à une simple dépression circulaire, comme si quelqu'un avait retiré de la terre avec une pelle géante. Walter sentit son estomac se nouer. Sa première pensée fut pour la fosse septique. La réparer coûterait une somme qu'il n'avait même pas le courage d'imaginer. Il s'approcha prudemment, s'accroupit malgré la douleur dans ses genoux et observa de plus près. Sous la couche de terre, il distingua quelque chose d'inattendu. Des poutres en bois anciennes, solides, disposées avec une régularité qui excluait le hasard. Le bois semblait étonnamment bien conservé, comme s'il avait été choisi et traité avec soin. Walter n'en parla pas immédiatement à Eleanor. Il ne voulait pas l'inquiéter sans certitude. Mais le lendemain, l'affaissement s'était élargi, puis encore davantage les jours suivants. Peu à peu, le sol révéla les contours d'un cadre rectangulaire. Il ne s'agissait pas d'une cavité naturelle. C'était une structure. Eleanor finit par le remarquer elle-même. Elle eut peur que la maison ne commence à s'enfoncer dans la terre. Walter la rassura tant bien que mal, lui expliquant que l'endroit se trouvait à l'écart des fondations. Malgré ces mots, l'inquiétude s'installa. Ils décidèrent de creuser, lentement, avec précaution. Walter travaillait le matin et l'après-midi, serrant les dents quand la douleur montait dans ses genoux. Eleanor l'aidait comme elle le pouvait, portant de petits seaux de terre, lui apportant de l'eau, tenant la lampe. Leur coopération était silencieuse, naturelle, fruit de décennies passées à affronter ensemble des difficultés sans jamais se plaindre. Peu à peu, quelque chose apparut sous la terre. Un lourd couvercle en bois, fixé sur de vieilles charnières métalliques. Une épaisse couche de résine noire semblait avoir été appliquée pour sceller l'entrée, comme si quelqu'un avait voulu la rendre totalement étanche. Cette nuit-là, Eleanor dormit à peine. Elle avait l'impression que ce couvercle marquait une frontière entre leur misère quotidienne et quelque chose d'inconnu, capable aussi bien de les sauver que de les détruire. Elle pensa à leurs enfants et se dit que, s'ils apprenaient la nouvelle, ils diraient sans doute de faire attention, puis disparaîtraient à nouveau. Ou peut-être pas. L'idée l'empêcha de trouver le sommeil. Le lendemain matin, sous un ciel gris et froid, Walter prit un pied de biche et commença à retirer le joint. Le bois gémit, comme s'il s'éveillait après un long sommeil. Quand le couvercle se souleva enfin, un souffle d'air glacé remonta du dessous, chargé d'odeurs de terre et de pierre. Walter dirigea la lampe vers l'ouverture. Ils aperçurent des marches en pierre qui descendaient dans l'obscurité. Sans un mot, ils échangèrent un regard. Ils savaient déjà que ce qu'ils venaient de découvrir ne pourrait plus être ignoré et que leur vie, d'une manière ou d'une autre, venait de changer. Le souffle froid qui s'échappait de l'ouverture semblait venir d'un autre temps. Walter resta immobile quelques secondes, la lampe tremblant légèrement dans sa main, comme s'il attendait que quelque chose surgisse de l'obscurité. L'air avait une odeur dense de terre humide et de pierre ancienne, mais aussi une fraîcheur étrange, presque propre,
qui contrastait avec l'idée qu'ils se faisaient d'un trou abandonné sous leur terrain. Éléonore s'approcha lentement, posa une main sur l'épaule de son mari et regarda à son tour. Les marches de pierre disparaissaient dans les profondeurs, régulières, taillées avec soin, invitant autant qu'elles effrayaient. Walter descendit le premier. Ce n'était pas un geste héroïque, ni même réfléchi. C'était simplement ainsi que les choses s'étaient toujours faites entre eux. Lorsqu'il fallait avancer dans l'inconnu, il passait devant, et Éléonore suivait, non par soumission, mais parce qu'ils avaient appris, au fil de leur vie, que rester côte à côte était la seule façon de ne pas se perdre. Chaque marche était froide sous leurs pieds. Leurs pas résonnaient de faiblement, absorbés par les murs de pierre qui semblaient étouffer le son, comme si l'endroit refusait de trahir leur présence. Le couloir s'ouvrit devant eux, étroit mais solide, construit avec une précision qui surprit immédiatement Walter. Les pierres étaient posées avec soin, jointes sans hâte, comme si celui qui avait bâti cet endroit savait qu'il devait durer. Les murs étaient légèrement humides au toucher, mais l'air restait sec, respirable, presque confortable. Cette contradiction troubla Éléonore. Elle s'attendait à une cave sombre et suffocante, pas à cet espace silencieux, presque respectueux de ceux qui y entraient. Après quelques mètres, le couloir déboucha sur une première pièce. La lumière de la lampe révéla un spectacle qui les laissa sans voix. Une table massive occupait le centre de la pièce, entourée de chaises en bois encore solides malgré leur âge. Contre un mur se dressait une armoire, et au plafond pendaient de vieux crochets destinés à soutenir des lampes. Tout semblait avoir été abandonné soudainement, comme si les occupants étaient partis un soir en pensant revenir le lendemain. Une épaisse couche de poussière recouvrait chaque surface, preuve que personne n'avait foulé cet endroit depuis des décennies. Walter passa lentement la main sur le dossier d'une chaise. Le bois était froid, mais intact. Il ressentit un mélange étrange de respect et d'inquiétude. Cet endroit n'était pas une simple cache improvisée. Il avait été pensé, utilisé, vécu. Éléonore s'approcha de l'armoire et en ouvrit la porte avec précaution. À l'intérieur, des boîtes en métal étaient soigneusement empilées, à côté de bougies, de bidons vides et d'outils. Tout parlait de prévoyance, de préparation. Ce n'était pas le bric-à-brac d'un fermier, mais le stock méthodique de quelqu'un qui anticipait le danger. Sur la table reposait une épaisse cahier. Éléonore le prit avec précaution, comme si elle craignait qu'il ne se désagrège entre ses doigts. En l'ouvrant, elle découvrit des pages couvertes d'une écriture régulière, précise, des dates, des chiffres, des listes. Les premières pages portaient des années qui la firent frissonner, le début des années 30. Walter s'approcha, pencha la tête et sentit son cœur s'accélérer. Il n'était pas seulement en train de découvrir un lieu oublié, mais une tranche d'histoire enfouie sous leur maison. Ils passèrent dans la pièce suivante. Là, des piles de caisses occupèrent presque tout l'espace. Certaines étaient brisées, d'autres encore intactes, mais sur plusieurs d'entre elles, on pouvait distinguer des inscriptions à demi effacées. Éléonore épousseta doucement une planche du revers de la main et parvint à lire quelques mots, évoquant des livraisons d'alcool, des bouteilles importées. Walter sentit alors les éléments s'assembler dans son esprit. La taille du lieu, la discrétion de la construction, les stocks, les registres, tout pointait vers une activité clandestine, méthodique, dangereuse. Il se souvenait des histoires racontées par son propre père, de l'époque de la Prohibition, de ces réseaux souterrains qui faisaient circuler l'alcool sous le manteau, au péril de leur liberté et parfois de leur vie. Ce qu'ils avaient sous les yeux n'était pas un simple abri contre les tempêtes, ni un cellier oublié. C'était un centre de stockage, peut-être même de distribution, dissimulé sous l'apparence banale d'une ferme isolée. Une troisième pièce attira leur attention. Elle était plus petite, plus intime. Un bureau en bois occupait un coin, accompagné d'une chaise et de plusieurs étagères chargées de carnets et de dossiers. Éléonore en prit un au hasard et commença à lire. Le nom de l'auteur n'apparaissait jamais en entier, seulement des initiales, J.R. Les pages décrivaient une vie faite de calculs, de peur et de vigilance constante. Des notes sur des pots de vin, des risques d'arrestation, des nuits passées à guetter le moindre bruit. À mesure qu'elle avançait dans sa lecture, Éléonore sentait la tension de cet homme transparaître à travers les mots, comme si son angoisse s'était imprimée dans le papier. Puis elle s'arrêta net. Une phrase attira son regard, différente des autres.
Elle évoquait un dépôt sûr, un endroit distinct où les actifs avaient été transférés, un lieu dont l'accès n'était connu de personne d'autre. Eleanor releva la tête, le cœur battant, et croisa le regard de Walter. Ils n'eurent pas besoin de parler. Ils comprirent que ce qu'ils avaient vu jusque-là n'était qu'une partie de l'histoire. Ils reprirent le couloir, avançant avec une attention accrue, comme si chaque pas pouvait les rapprocher d'une révélation décisive. Le passage se termina devant une porte massive en acier, enchâssée dans la pierre. Elle semblait appartenir à un autre monde, trop moderne, trop solide pour l'époque qu'ils avaient devinée. Un verrou circulaire, semblable à ceux des coffres-forts bancaires, occupait le centre. Le métal portait des traces évidentes de tentatives d'effraction. Des rayures, des marques d'outils. Quelqu'un avait essayé d'entrer, autrefois, sans y parvenir. Walter posa la main sur la surface froide de la porte. Il sentit la résistance du métal sous ses doigts, la promesse d'un secret resté inviolé. Le mécanisme était bloqué par la rouille. Il essaya de tourner le verrou, sans succès. Pendant des heures, réparties sur plusieurs jours, il revint dans ce souterrain, armé d'huile, de brosses, de patience. Il nettoyait, frottait, tentait de faire céder le temps. Eleanor, de son côté, passait chaque instant libre à relire les carnets, cherchant un indice, une clé, un détail qui leur aurait échappé. À mesure que les jours passaient, une certitude s'installait en eux. Derrière cette porte se trouvait quelque chose d'une importance immense. Peut-être la réponse à leurs difficultés, peut-être un danger qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Le soir, lorsqu'ils remontaient à la surface, la lumière du jour leur semblait presque irréelle, comme si leur maison n'était plus qu'un décor fragile, posé au-dessus d'un monde enfoui. Ils sentaient que la frontière avait été franchie, et que leur vie, déjà marquée par le manque et l'oubli, avançait inexorablement vers un point de non-retour. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension sourde. Depuis qu'ils avaient découvert la porte d'acier au bout du couloir souterrain, Walter et Eleanor vivaient avec la sensation constante d'avoir laissé quelque chose d'inachevé derrière eux, comme une phrase interrompue dont le sens leur échappait encore. Chaque matin, en buvant leur café désormais tiède avant même d'y toucher, leurs pensées descendaient instinctivement sous la terre, vers ce verrou immobile qui semblait se moquer de leurs efforts. La maison, déjà fragile, leur paraissait plus étroite, comme si elle pesait désormais sur un secret trop lourd pour ses vieilles fondations. Eleanor continuait à lire et relire les carnets trouvés dans la petite pièce au bureau. Elle avançait lentement, ligne après ligne, s'efforçant de comprendre non seulement les chiffres et les dates, mais aussi l'homme qui les avait écrits. Les initiales JR revenaient sans cesse, accompagnées de notations méthodiques, presque obsessionnelles. Plus elle avançait, plus elle ressentait une étrange proximité avec cet inconnu d'une autre époque. Il avait vécu dans la peur, dans l'attente constante d'une trahison ou d'une descente de police, et pourtant, il avait préparé l'avenir avec une minutie qui dépassait la simple survie. Un après-midi, alors que la lumière grise filtrait à peine par la petite fenêtre du salon, Eleanor remarqua quelque chose qu'elle avait jusque-là négligé. À l'intérieur de la reliure d'un grand livre de contes, une feuille très fine avait été discrètement collée. Elle la décolla avec précaution, comme si le papier pouvait se déchirer au moindre faux mouvement. Sur cette page figuraient plusieurs noms suivis de chiffres, mais l'une des lignes différait nettement des autres. Ce n'était ni un montant, ni une date. C'était une suite de nombres accompagnés d'indications brèves, presque codées, évoquant des rotations vers la droite et vers la gauche. Quand elle montra la feuille à Walter, il comprit immédiatement. Ce n'était pas un simple inventaire, c'était une instruction. Le cœur battant, il retourna au souterrain avec elle, tenant la page comme un objet sacré. Devant la porte d'acier, ses mains tremblaient légèrement, non de faiblesse, mais de la conscience aiguë que ce qu'il s'apprêtait à faire allait sceller leur destin. Il nettoya une dernière fois le mécanisme, inspira profondément et commença à tourner le verrou suivant la séquence indiquée. Le premier déclic fut presque imperceptible. Puis un second, plus profond, résonna dans la pierre comme un soupir longtemps retenu. Le verrou céda enfin. La porte s'ouvrit lentement, pesante, révélant une pièce qui les laissa sans voix. Des étagères couraient le long des murs, toutes chargées à ras-bord. La lumière de la lampe se refléta sur des surfaces métalliques, créant des éclats dorés qui semblèrent danser dans l'obscurité. Walter s'approcha et posa la main sur l'un des objets. C'était un lingot d'or, massif,
lourd. Il dut utiliser ses 2 mains pour le soulever, et le poids qu'il sentit dans ses bras le ramena brutalement à la réalité. Ce n'était pas une illusion, ni un rêve né de la fatigue. C'était tangible, indiscutable. Autour d'eux, des rangées de pièces de monnaie, soigneusement conservées dans des capsules, des liasses de billets anciens emballés avec soin, des dossiers remplis de titres et d'obligations aux porteurs témoignaient d'une richesse accumulée avec une froide intelligence. Plus loin, des coffrets renfermaient des bijoux, des montres, des broches, des bagues qui avaient dû briller autrefois sur des poignets et des coups oubliés. Des tubes en bois contenaient des toiles roulées et des albums de timbres reposaient sur une étagère, classés avec une rigueur presque maniaque. Walter et Eleanor s'assirent sur le sol de pierre, incapables de parler. Pendant de longues minutes, ils restèrent ainsi, entourés d'une fortune qui dépassait tout ce qu'ils avaient jamais osé imaginer. Eux qui avaient passé des années à compter chaque dollar, à reporter des réparations essentielles, à choisir entre la nourriture et les médicaments, se retrouvaient face à un héritage né d'une époque de crime et de peur. Pourtant, aucune euphorie ne les envahit. Il n'y avait que le silence, chargé d'une gravité nouvelle. Ils prirent une décision immédiate, presque instinctive. Rien ne serait sorti de là sans méthode ni précaution. Walter commença à dresser une liste détaillée de tout ce qu'il voyait, notant chaque objet, chaque coffret, chaque dossier. Eleanor, de son côté, photographiait soigneusement les étagères, les contenus, les détails, consciente que chaque image pourrait un jour faire la différence entre la sécurité et le chaos. Il savait que la moindre erreur pouvait les exposer à des accusations, à des pertes irréparables ou attirer des regards qu'ils ne souhaitaient pas croiser. Le lendemain, Walter téléphona à un avocat du comté voisin, spécialisé dans les questions de propriété et de succession. Il choisit ses mots avec une prudence extrême, se contentant de demander un rendez-vous urgent pour une affaire délicate concernant un bien découvert sur son terrain. Il n'entra dans aucun détail. La voix calme de l'avocat à l'autre bout du fil lui apporta un léger soulagement, mais aussi la certitude que leur secret ne pourrait pas rester éternellement enfoui. Ce même soir, alors qu'il remontait du souterrain après avoir soigneusement refermé la porte du coffre, le téléphone sonna. Walter sursauta presque. Eleanor se figea. Lorsqu'il décrocha, il reconnut immédiatement la voix d'Evan. Ce n'était ni un anniversaire ni une fête. Evan parlait de manière anodine, comme s'il cherchait simplement à renouer le contact, et glissa rapidement qu'il pensait passer les voir le week-end suivant. Walter sentit un frisson parcourir son dos. La coïncidence était trop parfaite pour être ignorée. Lors de la consultation, l'avocat leur expliqua les principes généraux avec clarté. En l'absence de revendication directe d'héritiers connus du propriétaire initial, les biens découverts sur une propriété privée pouvaient, dans bien des cas, revenir au propriétaire du terrain. Mais il y avait des nuances, des obligations de déclaration, des expertises nécessaires, des impôts à régler, et surtout, il insista sur un point essentiel. Plus il y aurait de personnes au courant, plus la situation deviendrait dangereuse. Il était déjà trop tard pour espérer une discrétion totale. River Falls était une petite communauté, et les travaux autour de l'ancienne zone du cellier n'étaient pas passés inaperçus. Un employé du comté se présenta sous prétexte d'un contrôle de routine. Peu après, les appels commencèrent. D'abord ceux des enfants, formulés avec une inquiétude feinte, puis des propositions de vente, des suggestions de déménagement, des offres d'aide soudainement pressantes. Walter et Eleanor comprirent alors avec une lucidité douloureuse que l'intérêt renaissant n'avait rien à voir avec l'affection. Des inconnus se manifestèrent également. Un homme en costume cher proposa d'acheter certains objets rapidement et sans question. Une autre fois, une note fut glissée dans leur boîte aux lettres, évoquant une possible représentation d'héritier, accompagnée d'un numéro sans nom. La nuit, Walter remarqua des traces inhabituelles près de l'entrée dissimulée du souterrain. Quelqu'un avait tenté de soulever la planche qui masquait l'accès. La peur s'installa durablement. Eleanor mangeait à peine. Walter se réveillait au moindre bruit. La pression finit par avoir raison de sa santé. Un matin, une douleur violente serra sa poitrine. La sueur froide, l'essoufflement, la panique les conduisirent à l'hôpital. Le diagnostic fut clair. Ce n'était pas encore un infarctus, mais un avertissement sévère. Le stress, leur dit-on, pouvait tuer aussi sûrement que la maladie. Allongé sur le lit blanc, Walter comprit qu'il ne pouvait
pas se permettre d'attendre indéfiniment. L'inaction était devenue aussi dangereuse que la précipitation. Ils accélérèrent les démarches. Des experts furent appelés, des spécialistes en numismatique, des historiens de l'art, des gémologues, des analystes de titres, passèrent des semaines à examiner, vérifier, authentifier. Chaque objet confirmait un peu plus l'ampleur de ce qui avait été découvert. Lorsque les estimations furent enfin consolidées, le chiffre donna le vertige. Environ 260 millions de dollars. Après les taxes et les frais, il resterait encore une somme dépassant largement 150 millions. Cette réalité nouvelle s'imposa à eux comme un poids supplémentaire. Ils n'avaient encore rien changé à leur vie quotidienne, mais déjà leur monde s'était transformé. Ils sentaient confusément que cette fortune, avant même d'être dépensée, avait commencé à mettre à nu les intentions de ceux qui les entouraient, et que le choix qu'ils feraient ensuite déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi la trace qu'ils laisseraient derrière eux. Lorsque les chiffres définitifs furent confirmés et que les experts quittèrent la maison, emportant avec eux leurs dossiers et leurs rapports, Walter et Eleanor se retrouvèrent seuls, comme après le passage d'une tempête. La fortune, désormais chiffrée, certifiée, légale, ne provoqua chez eux ni cri de joie, ni ivresse. Au contraire, une lourde clarté s'installa. L'or, les titres, les œuvres d'art avaient ouvert bien plus qu'un coffre. Ils avaient ouvert les regards, réveillé des attentes, révélé des intentions que le silence des années avait soigneusement dissimulées. Les jours suivants, leurs conversations changèrent de nature. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne parlaient plus des factures à payer, du toit à réparer ou de la peur de l'hiver prochain. Ils parlèrent du passé, de ce qu'ils avaient donné sans compter, et de ce qu'ils avaient reçu en retour. Eleanor mit enfin des mots sur une douleur qu'elle portait depuis des années. Ce qui l'avait le plus blessée n'était pas l'absence d'aide matérielle, mais l'absence d'amour sans condition. L'idée d'être devenue une obligation gênante, un souvenir que l'on range pour vivre plus librement, la rongeait davantage que la pauvreté. Walter, de son côté, sentit une résolution calme se former en lui. Il comprit qu'il ne voulait pas quitter ce monde avec le sentiment que tout ce qu'ils avaient construit finirait comme un simple objet de convoitise. L'argent, désormais, leur offrait une liberté nouvelle, mais aussi une responsabilité écrasante. Ils savaient que la manière dont ils allaient agir définirait la fin de leur histoire, et peut-être bien plus encore. Ils décidèrent d'inviter leurs 3 enfants le même jour. Pas séparément, pas à des moments différents où chacun pourrait négocier, insister ou manipuler. Un seul rendez-vous, clair, sans détour. Les documents furent préparés à l'avance, classés avec la même rigueur que celle qui avait caractérisé leur vie modeste. Lorsqu'ils passèrent les appels, les réponses furent rapides, presque trop rapides. Tous acceptèrent de venir, comme si les kilomètres et les contraintes qui avaient jadis servi d'excuses avaient soudainement cessé d'exister. Le jour venu, la maison sembla à la fois trop petite et étrangement solennelle. Logan arriva le premier, le visage fermé, déjà sur la défensive. Brooke suivit, nerveuse, les traits tendus, comme prête à se battre. Evan entra en dernier, hésitant, le regard moins assuré que celui de ses frères et sœurs. Walter et Eleanor les accueillirent sans effusion, mais sans froideur non plus. Ils ne cherchaient ni confrontation ni réconciliation spectaculaire. Walter parla le premier. Il raconta la découverte, les démarches, les estimations, sans emphase. Il évoqua les montants avec une simplicité presque brutale. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de pensées que chacun gardait pour soi. Puis Eleanor prit la parole et posa la limite avec douceur, mais fermeté. Ils n'avaient pas l'intention de distribuer cette fortune selon des attentes implicites, ni de réparer des années d'absence par des chèques démesurés. Ils expliquèrent leur décision avec calme. Chaque enfant recevrait une somme fixe, suffisante pour aider, pour sécuriser, mais pas pour récompenser l'indifférence passée. Pour les petits-enfants, des fonds éducatifs seraient créés afin que l'argent serve à construire un avenir plutôt qu'à nourrir des rancœurs. Le reste ne serait pas conservé pour le luxe ou l'ostentation. Il serait consacré à quelque chose de plus grand, de plus durable. La réaction de Logan fut immédiate et glaciale. Il parla d'injustice, de droit, comme si l'argent lui appartenait déjà. Brooke réagit avec colère, accusant ses parents de juger sa vie, de punir ses choix. Evan, lui, resta silencieux plus longtemps. Lorsqu'il parla enfin, ce ne fut pas pour réclamer ou reprocher,
mais pour admettre, d'une voix hésitante, qu'il avait été absent non par nécessité, mais par facilité. Cette reconnaissance, aussi tardive soit-elle, fut la première fissure dans le mur qui les séparait depuis si longtemps. Après leur départ, la maison retomba dans le silence. Mais ce silence n'avait plus rien de l'abandon. C'était un silence apaisé, celui qui suit une décision prise jusqu'au bout. Walter et Eleanor se regardèrent et surent qu'ils avaient fait ce qui leur semblait juste, même si cela devait leur coûter l'affection de certains. La création du fonds fut rapide. Ils choisirent de venir en aide aux personnes âgées et aux familles isolées du comté, à ceux qui, comme eux, avaient appris à se taire et à endurer. Les premiers projets concernèrent la réparation de maisons délabrées, l'achat de médicaments, la livraison de repas, le transport vers les hôpitaux et les cabinets médicaux. Ils insistèrent aussi pour financer des programmes de visite et de soutien, convaincus que la solitude était souvent plus destructrice que le manque d'argent. Très vite, ils découvrirent l'ampleur du besoin. Les dossiers affluaient, chacun portant une histoire qui faisait écho à la leur. Des personnes qui choisissaient entre se chauffer et manger, des couples âgés qui n'avaient plus vu leurs enfants depuis des années, des veuves qui n'osaient plus demander de l'aide. À travers eux, Walter et Eleanor se voyaient tels qu'ils avaient été, invisibles et silencieux. Ils réparèrent leur propre maison sans extravagance. Le toit fut refait, le chauffage remplacé, les fondations consolidées. Ils achetèrent enfin un vrai lit, simple mais confortable. Ils ne quittèrent pas la ferme. Ils voulaient y rester là où leur vie avait pris forme, là où tout avait commencé. Le souterrain, quant à lui, fut transformé en lieu de mémoire. Les pièces furent sécurisées, éclairées et ouvertes à des visites encadrées. Des classes vinrent découvrir l'histoire de la prohibition, de la peur et du secret, mais aussi celle de la transformation d'une richesse née du crime en un outil de solidarité. Walter aimait expliquer aux enfants que l'argent, à lui seul, ne valait rien, s'il ne servait pas à rapprocher les gens. Avec le temps, quelque chose changea autour d'eux. Les bénéficiaires du fonds commencèrent à leur rendre ce qu'ils pouvaient. Des paniers de nourriture apparaissaient devant leurs portes. Des voisins venaient déneiger l'allée en hiver. Des gens passaient simplement pour partager un thé. Le monde qui les avait oubliés semblait enfin les voir. Logan resta longtemps distant. Brooke envoyait parfois de courts messages, polis mais froids. Evan, en revanche, commença à appeler plus souvent. Il venait avec ses enfants, qui apprirent à connaître leurs grands-parents autrement que par des souvenirs vagues. Un jour, il proposa d'aider le fonds avec ses compétences en gestion et en comptabilité. Il ne cherchait plus à mériter de l'argent, mais une place. Les années passèrent. Le fonds grandit, inspira d'autres initiatives, et River Falls changea lentement. Les maisons se réparèrent, les liens se retissèrent. Walter descendait parfois seul dans le souterrain. Les étagères du coffre étaient désormais vides, éclairées par une lumière douce. En posant la main sur la pierre froide, il pensa à l'homme qui avait autrefois caché cette fortune, par peur et par désir de contrôle. Il se dit qu'il n'aurait jamais imaginé que son or servirait un jour à sauver des vies, plutôt qu'à les détruire. Walter mourut paisiblement, dans son sommeil, à un âge avancé. Eleanor le rejoignit quelque temps plus tard, tout aussi calmement. Ils furent enterrés côte à côte, sans faste. La pierre tombale portait une inscription simple. Mais dans Riverfall, des maisons tenaient encore debout, des programmes d'aide continuaient de fonctionner, et dans de nombreuses familles, quelqu'un composait désormais un numéro de téléphone un peu plus souvent. Parce que Walter et Eleanor n'avaient pas seulement trouvé une fortune sous leur maison. Ils avaient trouvé la force de transformer la douleur en action et de prouver que la plus grande richesse n'était pas ce que l'on enferme dans un coffre, mais ce que l'on laisse dans le cœur des autres. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et les nouvelles histoires, et écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez. N'oubliez pas de regarder les prochaines vidéos et les autres sur la chaîne, et partagez cette vidéo avec ceux à qui elle pourrait être importante.